Il y a longtemps sur la chaîne, j'ai publié une vidéo parlant de 5 speedruns complètement débiles qui vous a énormément plu, dans lequel j'ai eu des commentaires et retours très positifs. Ces vidéos fait partie des vidéos qui m'ont fait monter sur YouTube, du coup je me suis dit pourquoi pas faire une partie 2, mais en parlant cette fois-ci de 8 speedruns complètement débiles, en allant un peu plus profondément dans les speedruns que je vais citer, c'est-à-dire parler un peu plus des bugs et les différentes techniques utilisées. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous, je vais vous faire un petit résumé. Dans la partie 1, on a vu que dans le speedrun, il existait des catégories bien connues. Par exemple, les 100%, la catégorie majeure du speedrun consistant à terminer le jeu le plus rapidement possible. Le 100% qui oblige à obtenir tous les collectibles du jeu, ou le All Dungeons, une catégorie spécifique dans le speedrun de la licence de Zelda. Enfin bref, il y a une infinité de façons d'aborder un speedrun. Mais dans tout ça, il existe d'autres catégories un peu débiles, où l'objectif est tellement absurde qu'on se demande qui a bien pu avoir cette idée en fait. Eh bien, bienvenue dans l'univers des catégories d'extension. Ce sont des catégories alternatives créées par la communauté qui ajoutent des défis ridicules mais très fun d'un autre côté. Et c'est exactement ça ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. Bon, assez parlé, je pense qu'on est parti pour découvrir ensemble 8 speedruns complètement débiles. Bon visionnage à toutes et à tous. Dans Mario Kart 8 Deluxe, il existe une catégorie d'extension connue mais assez décalée et technique. Cette catégorie s'appelle le Blue Shell % ou le Blue Yourself %. Contrairement au run classique, le but unique est de se prendre soi-même sa propre carapace bleue le plus rapidement possible après le début d'une course. C'est un mélange de chance pure et de technique. Le chronomètre commence au moment où on lance la course et s'arrête dès que l'explosion de la carapace bleue touche notre personnage. Pour valider la run, il faut obtenir une carapace bleue dans une boîte à objets, remonter immédiatement à la première place puis lancer la carapace bleue pour qu'elle fasse demi-tour et s'explose sur nous. Pour commencer à speedrunner ces catégories, il faut prendre conscience d'une règle qui est celle des 30 secondes. Comme dans tous les jeux possédant des règles de programmation avec des conditions, Mario Kart 8 Deluxe, lui, a une règle assez spécifique et stricte pour l'apparition des objets puissants. Dans le jeu, aucune carapace bleue ne peut apparaître dans les boîtes à objets avant que 30 secondes de course ne soient écoulées. Et pour obtenir une chance que la bleue spawn, on doit obligatoirement être à une distance d'au moins 2000 unités derrière le premier. En général, cela signifie rester sur la ligne de départ pendant que les ordiers avancent. Mais même si on remplit ces conditions, la probabilité est environ 5% à 10% selon la distance exacte. Le record du monde utilise souvent le mode 200cc et le circuit Mario, car c'est le tracé le plus rapide pour rattraper les ordiers une fois l'objet obtenu. Le runner qui domine ces catégories est Skillod. C'est lui qui a poussé cette discipline avec un temps de 34 secondes et 867 millièmes. Il a réussi à obtenir à la frame près à remonter à la première place en plus de 3 secondes et à déclencher l'explosion quasi instantanément. Certains jeux Nintendo sont réputés pour leur grande stabilité, ce qui rend la recherche de failles pour se bloquer encore plus amusante pour les chasseurs de bugs. C'est dans ce contexte que des joueurs et joueuses ont découvert des méthodes surprenantes pour softlock les personnages dans les jeux vidéo. C'est pour cette raison que la communauté a créé diverses catégories d'extensions de speedrun originales, dont le softlock %. L'objectif est simple, mais technique. Réussir à bloquer totalement le jeu le plus rapidement possible en utilisant des bugs à partir du moment où on lance la partie. Dans Pokémon Jaune, il existe une catégorie d'extension complètement débile, qui est le H%, ou le Sacha %, c'est beaucoup plus parlant comme ça. Cette catégorie consiste à terminer le jeu le plus rapidement possible, en reproduisant à l'identique tout ce que Sacha a fait dans la toute première série de Pokémon datant de 1997.
Si on regarde du côté de speedrun.com, on peut remarquer qu'il y a seulement eu 3 runners qui ont réalisé une run sur cette catégorie. Et le record du monde est de 6h18 minutes et 17 secondes. Un temps assez démesuré en m'imaginant que la run et la performance dans laquelle le joueur a dû faire ne doit pas du tout être drôle. Mais les conditions requises pour valider la run ou même la réaliser justifiant ces temps sont assez what the fuck. Toutefois, ça représente la performance de Sacha qui l'a fait dans la série. Dans un premier temps, lorsqu'on crée une nouvelle partie lors de l'introduction, il y a un moment où on pourra choisir des prénoms déjà prédéfinis ou en choisir un customisé. Nous, ce qu'on doit choisir, c'est H et le prénom du rival doit être Gary, le rival de Sacha dans la série. Une fois ça de fait, en commençant notre aventure, Sacha doit se rendre au laboratoire dans le but d'acquérir son tout premier Pokémon, afin de commencer sa vie de dresseur. Une fois qu'il a obtenu son premier Pokémon, qui est un Pikachu, dans lequel on doit le laisser dans notre équipe pendant tout le long de la run, il pourra alors véritablement commencer son aventure, en capturant précisément tous ces Pokémon listés représentant les Pokémon qu'il a obtenus et a eu des affinités pendant tout le long de son aventure dans la série. Je vais juste citer les Pokémon qui sont chiants ou compliqués à obtenir, comme par exemple un Roucoups avec un taux de chance d'apparition qui est d'1% dans la forêt de Jade, un Crisacé, la forme évoluée de Chenipan, ou encore même la partie où Sacha a capturé 29 Tauros. Ouais, c'est complètement débile, ça veut dire que déjà on doit avoir une bonne RNG afin de tomber principalement que sur des Tauros, mais qu'aussi qui doivent se laisser capturer du premier coup, ce qui reste quand même très rare, mais ça dépend des Pokémon. Mais ce n'est pas fini, parce que même laisser certains Pokémon compte, comme par exemple la scène émouvante où Sacha a laissé Papillusion, on doit le reproduire dans la run, pour ensuite le remplacer par ce vieux Colossinge, afin de refaire la même chose et le remplacer par ce détestable gros tas de morts. Vraiment Sacha a de mauvais goût, je suis désolé. Ah, et aussi, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, mais lorsqu'on capture Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, on ne doit jamais les faire évoluer, ce qui compte aussi dans la validation de la run. Alors oui, je vous l'accorde, cette catégorie est complètement débile, exigeant et très compliqué. Il faut vraiment avoir une charge mentale de ouf et être un gros fou pour avoir ces petites idées farfelues. Déjà que speedrun Pokémon c'est très compliqué à cause de sa RNG, la chance et la performance qu'on doit avoir pour terminer le jeu le plus rapidement possible, mais si on doit le faire en capturant les Pokémon dans un ordre précis, en prenant compte de la RNG, ça peut être très vite frustrant. Et il faut vraiment faire en sorte que le jeu nous aime, sinon tu fais un temps de merde. En tout cas, gros GG aux 3 joueurs qui ont réussi à speedrun cette catégorie. Ils ont tout mon respect. En restant à peu près sur le même thème de jeu qui se base sur la RNG et la chance que les runners doivent avoir, les jeux Five Nights at Freddy's ne sont pas d'exception et sont encore beaucoup plus exigeants que les jeux Pokémon. Il faut juste voir les temps des joueurs sur le tout premier Five Nights at Freddy's sur speedrun.com où on peut constater en descendant un peu qu'il y a précisément 37 personnes qui ont réalisé le même temps qui est de 45 minutes 32 secondes et 460 millièmes. Et généralement tous les joueurs qui ont speedrun possèdent un temps de 45 minutes, ça varie juste à partir des secondes. Personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai été assez choqué de la performance de ces 37 personnes car ça veut dire qu'ils ont eu la même chance et ils ont exécuté les mêmes inputs pour skipper l'introduction ou les passages entre les autres nuits lorsqu'ils ont réussi à survivre jusqu'à 6h du matin. Puis côté gameplay, on ne peut pas dire grand chose parce que ça ressemble à un gameplay banal de FNAF. Pas de glitch ni de chips majeurs ont été trouvés ou même manipulés, c'est juste de la chance finalement. Et attention, ce cas-là n'est pas juste sur ce FNAF, non, c'est vraiment sur toute sa franchise, du premier jusqu'au 4. Ce qui peut donner un côté assez stupide si on prend du recul, parce qu'en réalité on ne peut pas speedrunner Five Nights at Freddy's qui est un jeu type point et click. Bon, maintenant qu'on a vu des jeux se basant sur la RNG tels que FNAF, Pokémon et Mario Kart 8 Deluxe, on va maintenant s'en éloigner et voir des jeux qui requièrent du skill et de la technique tout en restant dans le thème de la vidéo. Et ça tombe bien parce que Zelda Ocarina of Time a plein de catégories principales et d'extensions variées qui requièrent ces deux compétences. Bien sûr, il n'y a pas que ces deux-là, mais on va dire généralement c'est les fondamentaux dans le speedrun. Zelda Ocarina of Time fait partie du top 10 des jeux les plus speedrunnés de l'histoire. Il est dans le même top que Mario 64 avec pratiquement plus de 2000 joueurs collaborant sur le speedrun du jeu dans n'importe quelle catégorie. Les 10%, le 100%, le All Dungeons et même le MST.
Ouais, bon, ok. Et tout ça sur n'importe quel niveau. Dans le speedrun du jeu, il existe aussi plein de catégories d'extensions telles que le low %, consistant à terminer le jeu avec le moins de collectibles possible, ou encore le blindfolded, consistant à terminer le jeu en ayant les yeux bandés, qui sont tous les deux des catégories très connues et populaires. Mais en faisant mes recherches, j'ai trouvé plusieurs catégories très drôles, intéressantes et stupides qui existent dans le speedrun de Zelda Ocarina of Time. Dans un premier temps, on a le No Doors, avec deux sous-catégories, le 80% No SRM et le All Dungeons SRM. Le SRM ou State Reference Manipulation, c'est un glitch qui permet de remplacer des parties des données et du code des acteurs du jeu par des valeurs arbitraires, en déchargeant les acteurs et en chargeant autre chose à leur place. C'est à peu près comme le Back of Time dans les jeux de la licence Zelda, comme par exemple Zelda Twilight Princess ou Zelda Skyward Sword sur la Wii. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur ce bug, sinon la vidéo fera minimum 15 minutes de plus. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, pour revenir à la catégorie du No Doors, le but est de terminer le jeu en prenant aucune porte. Par exemple, le portail au village de Cocorico pour aller au volcan d'Ordin, ou les portes de certains donjons pour aller d'une salle à l'autre. Et tout ça sans manipuler le SRM. Nous, on va plus s'intéresser sur le 80% de cette catégorie. Le record du monde est détenu par Thunder OOT, avec un temps de 14 minutes et 26 secondes, où il a réalisé plusieurs bugs, comme un dans les bois perdus, où il clip à l'aide d'un bâton en bois pour s'échapper de ces bois. Ensuite, direction le village Cocorico pour manipuler un autre glitch appelé le Navi Dive, qui consiste à activer un dialogue avec Navi en plein vol au-dessus de l'eau pour ensuite tomber tout au fond. Il utilise ce bug pour aller au fond du puits, au village de Cocorico. À l'intérieur, il va réaliser plein de bugs pour aller dans différentes salles tout en respectant la règle, ouvrir aucune porte. Dans le but de rentrer dans une salle pour obtenir les missiles teigneux, ce qui va lui servir à exploser les rochers qui bloquent le chemin afin de rentrer à l'intérieur de la grotte de Dodongo. Sur le chemin de la grotte, il va réaliser un bug pour clipper le portail. Une fois le portail passé, il va en direction de la grotte. Il fait exploser les rochers à l'aide des missiles et va à l'intérieur. Dedans, il va faire des bugs comme le Wongwa, un glitch assez complexe consistant à aller dans différentes zones du jeu en manipulant les transitions dans le but de se téléporter ailleurs que prévu. Il va utiliser ce bug pour mettre le donjon dans un état buggé en combinant plein d'autres bugs. Ensuite, une fois que le donjon est assez buggé, il va tomber dans le vide tout en traversant le sol, ce qui va lui permettre d'aller directement au boss final et battre Ganon. Yeah, what's up, man? Dude, there was some really funny shit that happened in this run. Let's just say I have some time saved. Dude, I gotta show you this run. It's really funny, actually. Hey, yo! New world record! Je vous l'accorde, le No Doors est une catégorie quand même assez intéressante, un peu goofy et très technique. Mais ne vous inquiétez pas car je vous ai réservé une autre catégorie très stupide, méritant vraiment d'être mentionnée et qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vue. Cette catégorie s'appelle le KFC%. Ouais, je vous ai prévenu que la catégorie est très stupide.
Le but, cette fois-ci, ne consiste pas à terminer le jeu le plus rapidement possible, comme les speedruns qu'on a vu précédemment ou dans un speedrun classique. Non, ça consiste à obtenir une cocotte en faisant un bug pour transformer un objet en cocotte, pour ensuite utiliser un bug appelé l'ISG, qui va permettre à l'épée de Link de s'activer constamment sans qu'il soit nécessaire de la prendre en main. Ce qui signifie tout ce qui rentre en collision avec l'épée subira des dégâts à chaque frame, puis ensuite utiliser un bâton enflammé pour performer un glitch visuel qui permet de faire brûler la cocotte. Vous comprenez maintenant pourquoi la catégorie s'appelle le KFC%. En tout cas, Zelda Ocarina of Time renferme énormément de catégories d'extensions farfelues comme les deux que je vous ai cités, jusqu'à créer une catégorie appelée MEM renfermant plein de sous-catégories débiles dans lesquelles on peut retrouver le KFC% et le No Doors. Dans Super Mario 64, il existe énormément de catégories d'extensions un peu débiles. Chacune d'entre elles, et celle qui m'a attiré l'œil, c'est... Et non, ce n'est pas la catégorie MST, comme dans un certain jeu qu'on a parlé tout à l'heure. Plus sérieusement, c'est la catégorie All Trees. Le but de cette catégorie consiste à terminer le jeu en s'accrochant sur tous les arbres du jeu, incluant les arbres des niveaux. Au total, il y a 87 arbres où le runner doit s'agripper pour valider la run. En gros, on fait un énorme RP singe pendant tout le long de notre run, mais le souci, c'est que si on loupe un seul arbre, notre run est fichu. Le record du monde sur cette catégorie est détenu par le joueur Simply avec un temps de 19 minutes et 46 secondes. Dans sa run, il a utilisé plein de bugs iconiques qu'on peut retrouver dans le speedrun original de Mario 64. Super Smash Bros pour 3DS fait partie de l'un des jeux de mon enfance que j'ai poncé sur ma Bolvienne 3DS. Je faisais énormément les modes de jeu hors que le mode classique Smash. Je faisais le mode Smash Run où le but c'est de tabasser un maximum d'ennemis pour obtenir diverses améliorations pour la mobilité, la force, la défense, la durabilité et j'en passe pour que notre personnage soit le surpuissant possible. On peut aussi ouvrir des coffres, découvrir des secrets et des boss, bref, on peut vraiment faire plein de choses tout en étant en concurrence avec des bots et en ayant un chrono pour ensuite s'affronter avec toutes les améliorations qu'on a obtenues pendant tout le long de notre aventure. On a aussi d'autres modes qu'on peut retrouver dans la catégorie extra comme le mode classique qui est un peu un mode aventure avec des défis à réaliser en choisissant notre propre chemin ou encore le mode All Stars, un mode où on affronte d'autres combattants dans un ordre sous forme de paliers de niveau. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la catégorie Stadium avec le mode Multi-Man Smash où l'objectif c'est de tabasser le plus de mi le plus rapidement possible. Sous forme de temps, c'est comme un speedrun en soi. Il faut noter que les mi vont toujours vers le joueur, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être mobile sur l'arène, surtout si on leur met qu'une petite frappe, on one-shot les rivaux, et en plus, une fois qu'on est éliminé un certain nombre de mi, des combattants géants ou normaux peuvent spawn sur l'arène, mais pas de panique, ils ont la même sensibilité que les mi. On peut eux aussi les one-shot. Côté speedrun, lorsqu'on regarde sur speedrun.com et qu'on consulte le speedrun du jeu, puis qu'on va dans la catégorie 100 man smash, eh bien on peut voir différents records pour chaque personnage du jeu. Le temps le plus rapide a été réalisé avec le personnage Corrin, avec un temps de 1 minute et 14 secondes. Le gameplay est vraiment stupide car le joueur reste en hauteur pour littéralement spawn kill les mi, spawnant dans le ciel en spammant la même attaque en boucle pour les mettre hors zone, tellement que le joueur spawn en boucle et élimine plein de mi, il se peut que le jeu puisse laguer à des moments et a du mal à charger les prochains mi et les combattants, ce qui prouve que même le jeu a du mal à suivre le joueur, mais bon, ça reste quand même assez satisfaisant. Peak est un jeu en coopération.
où le but est de terminer plusieurs ascensions en grimpant tout au long d'une montagne, en traversant différents biomes et en récupérant des items pour s'aider soi-même et ses coéquipiers. Quand on réussit une ascension, on tombe sur un feu de camp, avec quelques items pour se requinquer, ainsi qu'un sac limité à 4 items. Donc faut bien gérer ce qu'on prend. En parlant d'items, il y a plusieurs catégories. La nourriture pour la stamina, les items de soins, les items de mobilité, et les items mythiques qui sont plus rares mais très puissants. Et justement, un élément très important dans le jeu, c'est la stamina. La stamina nous permet de grimper, courir et sauter, sauf qu'elle est influencée par plein d'autres effets, qui peuvent nous compliquer la tâche. Par exemple, le poids des items qu'on transporte, la faim, les blessures après une chute, ou encore le poison avec certains ennemis ou objets. À ça s'ajoutent d'autres effets comme le froid dans les biomes enneigés, la chaleur dans le désert ou la lave, le dodo après certains boosts, la malédiction ou encore les sports dans la forêt qui peuvent même nous transformer en zombies. Bref, il y a énormément de statuts différents qui rendent l'ascension beaucoup plus difficile. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il existe une catégorie de speedrun basée exactement là-dessus, appelée le How Did We Get Here %. Le but est simple, accumuler un maximum d'effets négatifs du jeu le plus rapidement possible, ce qui est complètement débile. Le record est détenu par un joueur français, Pomelo, avec un temps de 16 secondes. Sa run est ultra chanceuse. Dès le début, il trouve une boisson énergisante pour activer l'effet de dodo. Ensuite, il tombe sur un coffre ancien, ce qui est déjà très rare, dans lequel il trouve la boîte de Pandore, un des meilleurs items du jeu. Cet item peut soit enlever des effets, soit en rajouter. Dans son cas, ça lui ajoute du poids, puis en le réutilisant, il récupère encore d'autres effets comme la chaleur, tout en se faisant empoisonner. Et à ce moment-là, la run est déjà terminée. Ces speedruns demandent énormément de chance parce qu'entre le coffre ancien et la boîte de Pandore, avec environ 11% de chance, il fallait vraiment une seed parfaite. Gros GG à Pomelo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo comme ça parce que j'ai eu énormément de plaisir avec plein de moments de rire lors de l'écriture. Aussi, je tiens à dire que je suis désolé et à chaque fois je prends énormément de temps à sortir de nouvelles vidéos. C'est juste que cette année 2026 est une année assez chargée et difficile pour moi parce que là c'est ma dernière année au lycée, je dois trouver une alternance pour obtenir mon bac. Je speedrun aussi de plus en plus en off depuis quelques mois maintenant car c'est vraiment une discipline et une passion que j'adore faire de mon temps libre. Je fais aussi des edits sur TikTok et YouTube parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et parce que j'aime, etc. Bref, je vais pas vous raconter toute ma vie aussi, mais c'est des raisons qui justifient mon manque de constance sur YouTube. Mais ne vous inquiétez pas parce que malgré toute cette absence, j'ai quand même des vidéos en préparation qui peuvent vous faire kiffer avec différents concepts. Là, cette vidéo sur la partie 2 des 8 speedruns les plus débiles, c'est la dernière de ce mois-ci, car j'en profiterai du mois de mai et juin pour reproduire un max de vidéos pendant les grandes vacances avec un format plus court. Enfin bref, vous verrez tout ça. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à votre entourage, ça aide au référencement de la chaîne et ça me soutient dans mon projet. J'ai mis énormément de temps à la produire, j'ai tout fait tout seul, donc ça me soutiendrait. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, c'était Jajou, allez, ciao ciao les goats.